Mon sang s'est glacé tandis qu'elle claquait chaque photographie accablante sur la table. Ta précieuse épouse avec d'autres hommes, a sifflé ma belle-sœur, ses yeux brillants de triomphe. Mon mari ne voulait même pas me regarder. 10 ans de loyauté familiale brisés en quelques secondes. Je sentais leur jugement m'écraser tandis que j'attrapais lentement mon sac à main, les doigts tremblants. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'étais sur le point de déchaîner. La trahison m'a rendue brillante. Je m'appelle Gertrude, j'ai 35 ans et, jusqu'au mois dernier, je pensais savoir ce que signifiait la loyauté. Pendant 10 ans, j'ai essayé d'être l'épouse parfaite pour Édouard et la belle-fille idéale pour sa famille. Je préparais à Harold ses tartes préférées. J'assistais à des galas de charité avec Vivien. Je tolérais même Hélène et ses commentaires acerbes. Mais rien de tout cela n'a compté lorsque ma belle-sœur a claqué ses photos sur la table du dîner d'anniversaire. Mon sang s'est glacé quand Édouard a refusé de croiser mon regard. 10 ans de dévouement familial brisés en quelques secondes, tandis que mes doigts tremblants attrapaient mon sac à main. Il n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de révéler. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu affaire à une belle famille toxique. Croyez-moi, vous voudrez voir comment cela se termine. Ayant grandi à Columbus, dans l'Ohio, j'ai eu une enfance de classe moyenne assez normale. Mes parents enseignaient au lycée, et nous vivions confortablement, sinon luxueusement. J'excellais à l'école, en particulier en écriture et en design, ce qui m'a finalement amené à poursuivre des études de marketing à l'université. L'université Northwestern m'a donné l'éducation, mais mes stages dans plusieurs agences de Chicago m'ont apporté l'expérience du monde réel qui a façonné ma carrière. J'ai rencontré Édouard lors d'une conférence de l'industrie à Dallas il y a 12 ans. Il était là pour représenter l'entreprise familiale, Hardcore Manufacturing, et j'y assistais avec la petite agence pour laquelle je travaillais à l'époque. Nous nous sommes littéralement heurtés au stand de café entre deux sessions, et il m'a aidé à nettoyer mon latte renversé avec des excuses si sincères que je n'ai pu m'empêcher de le trouver charmant. S'il vous plaît, laissez-moi vous en offrir un autre, a-t-il insisté, ses yeux bleus véritablement préoccupés par ma privation de caféine. Seulement si vous vous asseyez avec moi pendant que je le bois, ai-je répliqué, me surprenant moi-même par mon audace. Ce café s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en petit déjeuner le lendemain matin. À la fin de la conférence de 3 jours, nous avions échangé nos numéros et prévu qu'il me rende visite à Chicago le week-end suivant. Il y avait entre nous une aisance que je n'avais jamais connue auparavant. Édouard était attentionné, drôle d'une manière discrète, et sincèrement intéressé par mon travail et mes opinions. Le fait qu'il soit indéniablement beau avec ses cheveux noirs et sa grande taille n'était pas pour me déplaire. Ce qu'Édouard ne m'a pas dit tout de suite, c'est que Hardcore Manufacturing n'était pas une entreprise quelconque. C'était une entreprise familiale de 4e génération valant bien plus de 50 millions de dollars. Et il en était le seul héritier masculin. Je l'ai appris plusieurs semaines après le début de notre relation, lorsqu'il m'a invité dans son loft du quartier de Gold Coast à Chicago. Le portier, l'ascenseur privé et la vue imprenable sur le lac Michigan furent mes premiers indices qu'Édouard n'appartenait pas simplement à la classe moyenne aisée, comme moi. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» ai-je demandé, me sentant légèrement trahi en contemplant les œuvres d'art originales qui ornaient ses murs. Édouard haussa les épaules, l'air sincèrement mal à l'aise. Les gens me traitent différemment quand ils savent. Soit ils veulent quelque chose de moi, soit ils supposent que je suis un enfant gâté de fond en fiducie qui n'a jamais travaillé pour quoi que ce soit. Je voulais que tu connaisses le vrai moi d'abord. J'ai apprécié son honnêteté, mais je ne savais pas encore que c'était mon premier aperçu de la relation compliquée qu'Édouard entretenait avec la richesse et les attentes de sa famille. Il faudrait encore un mois avant que je rencontre les Hardcore en personne, et à ce moment-là, j'étais déjà en train de tomber amoureuse de leur fils. Harold et Vivien Hardcore vivaient dans un manoir tentaculaire à Lake Forest, avec des jardins entretenus et un garage pour 3 voitures abritant des véhicules valant plus que la totalité de mes études universitaires. Mon premier dîner là-bas fut un exercice d'intimidation. Harold, un homme grand et imposant aux cheveux argentés et aux yeux perçants assortis à ceux de son fils, m'a interrogé sur mes antécédents familiaux et mes aspirations professionnelles en touchant à peine à son repas. Vivien, parfaitement coiffé et portant des perles pour un dîner de famille, souriait avec crispation en corrigeant mes manières à table par de subtils commentaires. Gertrude, ma chère, nous utilisons d'abord la fourchette la plus à l'extérieur, murmura-t-elle lorsque j'attrapais le mauvais ustensile, et les verres à vin rouge ont des pieds pour une raison. Puis il y avait Hélène, la sœur cadette d'Édouard de 2 ans.
Là où Édouard avait hérité de la taille de son père et du teint chaleureux de sa mère, Hélène était petite avec des yeux bleus froids qui m'évaluaient comme si j'étais un article aux enchères sur lequel elle envisageait de miser. Elle avait la même éducation prestigieuse que son frère, mais contrairement à Édouard, qui travaillait dans l'entreprise familiale, Hélène n'avait jamais eu de véritable emploi. Elle gérait plutôt l'agenda social de la famille et la fondation caritative, des postes qui lui donnaient un but sans responsabilité. « Alors, vous travaillez dans la publicité ?» demanda-t-elle, le faisant sonner comme si je vendais de la poudre de perlimpinpin en porte-à-porte. Comme c'est fascinant. Je suppose que quelqu'un doit convaincre les gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Édouard me serra la main sous la table, ses excuses et ses encouragements silencieux. Je souris vivement et répondis, en fait, ma spécialité est d'aider les marques durables à se connecter avec des consommateurs qui partagent leurs valeurs. Ma dernière campagne a aidé une entreprise zéro déchet à augmenter ses ventes de 70% tout en réduisant son empreinte carbone. Harold leva les yeux à ce moment-là, une lueur de respect traversant ses traits avant de retourner à son steak. Ce n'était pas grand-chose, mais cela ressemblait à une victoire. Malgré l'accueil glacial, Édouard et moi avons continué à nous rapprocher. 2 ans après le début de notre relation, il m'a demandé en mariage lors d'un week-end à Door County, dans le Wisconsin. La bague était celle de sa grand-mère, une superbe pièce art déco que Vivien avait apparemment gardée pour la « bonne femme » qui rejoindrait leur famille. J'ai choisi de le prendre comme une acceptation plutôt qu'une appropriation. Nos plans de mariage ont rapidement échappé à mon contrôle. Ce que j'avais imaginé comme une modeste cérémonie dans un jardin avec une centaine d'invités s'est transformé sous la direction de Vivien en une extravagance de 300 personnes au jardin botanique de Chicago avec un orchestre de 10 musiciens et un dîner à 5 plats. Édouard m'a assuré que ses parents voulaient nous faire ce cadeau, et j'ai accepté à contre-cœur, ne voulant pas paraître ingrate. Laisse simplement maman gérer les détails, a suggéré Édouard lorsque j'ai exprimé mon inquiétude face à la liste croissante des invités. Ça lui fait plaisir, et honnêtement, c'est plus facile que de se battre avec elle à ce sujet. Cela deviendrait un schéma dans notre mariage que je n'ai pas réussi à reconnaître comme problématique jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Après la lune de miel, un circuit de 2 semaines dans les îles grecques qui était la seule partie de notre mariage que j'avais insisté pour organiser moi-même, nous sommes retournés à Chicago pour commencer notre vie de mariés. Les Harcourt nous avaient donné un généreux acompte pour une maison en grès brun à Lincoln Park comme cadeau de mariage, un autre geste qui comportait des ficelles invisibles que je ne comprendrais pleinement que des années plus tard. J'ai continué à progresser dans ma carrière, devenant finalement directrice de compte senior dans l'une des agences les plus prestigieuses de Chicago. Édouard a gravi les échelons chez Harcourt Manufacturing, étant préparé pour prendre un jour la relève de son père. Nos vies se sont installées dans une routine confortable qui incluait des dîners dominicaux obligatoires au manoir des Harcourt et des vacances passées selon les traditions exigeantes de Vivien. Pendant des années, j'ai essayé d'être la belle-fille parfaite. J'ai appris à faire les desserts préférés d'Harold à partir de rien. J'ai rejoint le club de jardinage de Vivien malgré mon manque notable de compétences horticoles. J'ai assisté à des galas de charité et à des événements de country club, portant les marques de créateurs appropriés et tenant les bonnes conversations. J'ai même essayé de créer des liens avec Hélène, l'invitant à des journées au spa et à des déjeuners qui se terminaient invariablement par ses commentaires passifs-agressifs sur mes vêtements, mes cheveux ou ma carrière. Ça doit être tellement épanouissant d'avoir son propre argent, a-t-elle dit un jour pendant une manucure. Bien que j'imagine qu'Édouard apprécie que tu t'occupes pendant qu'il gère le travail important chez Harcourt. Le message sous-jacent était toujours clair, je pouvais être la femme d'Édouard, mais je ne serais jamais vraiment une Harcourt. J'étais toléré, pas accepté. Les choses ont commencé à changer il y a environ 2 ans lorsque j'ai reçu une promotion importante au poste de vice-présidente exécutive, faisant de moi le soutien de famille principal dans notre mariage. Édouard était sincèrement fier et solidaire, mais la réaction de sa famille fut nettement plus froide. Je suppose que cela signifie que nous vous verrons encore moins aux réceptions familiales, a fait remarquer Vivien lorsque nous avons partagé la nouvelle au dîner du dimanche. Êtes-vous sûr de pouvoir gérer la pression, a demandé Harold, sans prendre la peine de cacher son scepticisme. Ces postes de direction peuvent être assez exigeants. Hélène a simplement souri avec suffisance et a demandé si mon nouveau salaire comprenait une allocation vestimentaire, puisque la présentation est si importante à ce niveau. Ce qui me dérangeait le plus n'était pas leur désapprobation à peine voilée, mais le silence d'Édouard face à cela. Il me serrait la main sous la table ou me lançait des regards d'excuses, mais il ne me défendait jamais et ne dénonçait jamais le comportement de sa famille. Quand j'abordais le sujet sur le chemin du retour,
il soupirait et disait, c'est juste leur façon d'être, gère. Ils ne le pensent pas à mal. Mais ils le pensaient à mal, et les courants sous-jacents de tension allaient bientôt éclater en un tsunami qui menaçait d'emporter tout ce que nous avions construit ensemble. La première fissure majeure dans la façade est apparue le jour de mon 35e anniversaire. J'avais demandé un petit dîner avec des amis dans notre restaurant de quartier préféré, quelque chose de décontracté et d'amusant. Au lieu de cela, je suis rentré du travail pour trouver notre maison transformée en lieu de cocktail formel avec des traiteurs qui s'affairaient et des arrangements floraux dignes d'un magazine. Surprise, a annoncé fièrement Édouard quand je suis entré dans mes vêtements de travail, clairement confuse. Maman a pensé que tu méritais quelque chose de spécial pour ton anniversaire marquant. Avant que je puisse répondre, Vivien a émergé de notre cuisine, portant un tablier sur sa robe de créateur, agissant comme si elle était l'hôtesse dans ma propre maison. Te voilà, Gertrude. Vite, va te changer pour mettre quelque chose de plus approprié. Les invités arriveront dans 30 minutes. J'ai regardé mon salon transformé. Qui vient exactement? Juste quelques amis proches et la famille, m'a assuré Édouard. Environ 40 personnes. La liste des invités, s'est-il avéré, comprenait exactement 3 de mes vrais amis. Les autres étaient des membres de la famille Hartcourt, des associés d'affaires et le cercle social de Vivien, des gens qui me connaissaient comme la femme d'Édouard, pas comme Gertrude. J'ai affiché un sourire et joué le jeu, mais quelque chose a changé en moi cette nuit-là. En regardant Vivien tenir salon dans mon propre salon, acceptant des compliments pour la belle fête qu'elle avait organisée pour sa chère belle-fille, j'ai réalisé à quel point mon identité avait été absorbée par la famille Hartcourt. Les semaines suivantes ont apporté de nouveaux défis au travail. Notre agence avait décroché un important client international, et j'ai été chargé de coordonner notre stratégie mondiale. Cela signifiait des heures plus longues, plus de réunions avec des collègues majoritairement masculins et des voyages occasionnels. Édouard était solidaire en théorie, mais en pratique, il a commencé à remettre en question mon emploi du temps et mes allées et venues avec une fréquence croissante. Encore Tim, demandait-il quand je mentionnais une réunion avec notre directeur de création. Vous deux semblez passer beaucoup de temps ensemble. Ça s'appelle le travail, Édouard, répondais-je, en essayant de garder un ton léger. Préférerais-tu que je rencontre Tina de la comptabilité à la place? Il en riait, mais les questions continuaient. Pourquoi envoyais-je des textos après le dîner? Qui appelait si tard? Ce voyage d'affaires nécessitait-il vraiment une nuitée? Puis vinrent les étranges coïncidences. Lors d'un rapide voyage d'affaires à New York, je suis littéralement tombé sur Hélène en sortant de mon hôtel alors que j'y entrais. Quelle surprise, s'est-elle exclamée avec un choc exagéré. Je suis ici pour une réunion du conseil d'administration d'une œuvre de charité. Que fais-tu ici? 2 semaines plus tard, elle est apparue dans le même restaurant à Détroit où je dînais avec des clients, puis de nouveau dans un café près de notre bureau de Chicago, chaque fois avec une explication plausible qui me laissait néanmoins un sentiment de malaise. Les anomalies numériques ont également commencé à s'accumuler. Des courriels que j'étais certaine d'avoir reçus de collègues masculins disparaissaient de ma boîte de réception. Des photos d'événements professionnels apparaissaient d'une manière ou d'une autre sur les téléphones des membres de la famille, avec des interactions innocentes capturées sous des angles qui les faisaient paraître plus intimes qu'elles ne l'étaient. « Qui est ce type avec son bras autour de toi ?» a demandé Édouard un soir, me montrant une photo que je n'avais jamais vue de la fête de fin d'année de notre agence. C'est Diego, notre nouveau directeur artistique. Il était ivre et tombait, et je l'aidais à se tenir droit pour la photo de groupe. J'ai examiné l'image. Où as-tu eu ça? Hélène me l'a envoyé. Elle a dit l'avoir vu sur les réseaux sociaux de quelqu'un. Mais aucun de mes collègues n'avait posté de photos de l'événement privé. Lorsque j'ai vérifié le site de partage de photos sécurisé de notre entreprise, j'ai découvert que quelqu'un y avait accédé en utilisant mes identifiants depuis un appareil inconnu. L'atteinte à la vie privée s'est étendue à notre domicile. Des objets dans mon bureau étaient légèrement déplacés à mon retour du travail. Mon ordinateur portable était dans une position différente de celle où je l'avais laissé. Une fois, j'ai trouvé mon journal personnel déplacé de sa cachette dans le tiroir de mon bureau. Lorsque j'ai confronté Édouard à propos de ces bizarreries, il a rejeté mes préoccupations comme de la paranoïa due au stress du travail. Peut-être que tu devrais réduire tes heures, a-t-il suggéré lors d'une de ces conversations. Maman pense que tu développes des tendances de bourreau de travail. Elle connaît un excellent thérapeute spécialisé dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Son père avait ses propres suggestions.
Je serais heureux de jeter un œil à tes finances, Gertrude, a offert Harold lors d'un dîner du dimanche. Pour des raisons fiscales, bien sûr. Avec ton nouveau poste, tu pourrais faire des erreurs dans tes déclarations. La surveillance est devenue plus flagrante. Après qu'Hélène a emprunté mon téléphone pour passer un appel, lorsque le sien était prétendument en panne, j'ai découvert une application de suivi installée que je n'avais jamais autorisée. Édouard a commencé à vérifier mon téléphone pendant que je prenais ma douche, ce que je n'ai découvert que parce qu'il a oublié de fermer mes messages textes un matin. Mon amitié avec Thomas, un ami d'université qui avait récemment déménagé à Chicago après son divorce, est devenu un point de discorde particulier. Encore Thomas a demandé Édouard quand j'ai mentionné que je le rencontrais pour le déjeuner. C'est la 3e fois ce mois-ci. Ne penses-tu pas qu'il est inapproprié de passer autant de temps avec un autre homme? Il traverse une période difficile, et c'est mon ami, ai-je expliqué, de plus en plus frustré. Nous nous connaissons depuis la première année d'université. Tu l'as rencontré plusieurs fois. Les gens changent, a répondu Édouard de manière énigmatique. Surtout les hommes après un divorce. Les visites impromptues de ma belle famille se sont également intensifiées. J'avais commencé à travailler de la maison un jour par semaine pour me concentrer sur la planification stratégique, et d'une manière ou d'une autre, ce jour est devenu le moment préféré de la famille pour « juste passer ». Nous étions dans le quartier, disait Vivien, bien qu'elle habite à 30 minutes de là, dans la direction opposée de tous les endroits où elle allait normalement. Je pensais que tu aimerais un peu de compagnie puisqu'Édouard est au bureau, offrait Hélène, s'installant confortablement à ma table de salle à manger où mes documents de travail confidentiels étaient étalés. Une fois, en rentrant d'une course rapide à l'épicerie, j'ai trouvé la porte de mon bureau à domicile entr'ouverte, alors que je me souvenais distinctement de l'avoir fermée. En m'approchant doucement, j'ai surpris Édouard et Hélène en conversation à voix basse. « Il nous en faut plus, disait Hélène. Ce n'est pas suffisant pour convaincre qui que ce soit. Elle sera bientôt de retour, a répondu Édouard, la voix tendue. Nous devrions y aller. Lorsque j'ai délibérément fait du bruit dans le couloir, ils sont sortis avec des sourires décontractés, Édouard affirmant qu'il montrait à Hélène nos récentes photos de vacances. Mais l'ordinateur qu'ils avaient prétendument regardé affichait toujours ma boîte de réception de courriel. Cette nuit-là, j'ai commencé à tout documenter. Chaque événement étrange, chaque coïncidence, chaque atteinte à la vie privée a été consignée dans un document protégé par mot de passe stocké sur un disque en nuage auquel seul moi pouvais accéder. Je n'étais pas sûr de ce qui se passait, mais mon instinct hurlait que quelque chose n'allait pas du tout. Quand j'ai essayé une fois de plus de discuter de mes préoccupations avec Édouard, il est devenu sur la défensive. « Tu es ridicule », a-t-il lancé sèchement. « Ma famille t'aime. Ils nous ont tout donné. Cette promotion te rend méfiante envers tout le monde, et franchement, ce n'est pas séduisant. » Ces mots m'ont blessé, mais ils ont aussi confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner, Édouard ne prendrait jamais mon parti contre sa famille. Quoi qu'il se passe, je devrais le découvrir par moi-même. La semaine suivante, j'ai déjeuné avec mon ami Nicole. Contrairement aux amis que j'avais perdus de vue après mon mariage dans l'orbite des hardcore, Nicole était restée obstinément présente dans ma vie. Spécialiste en cybersécurité avec une saine méfiance de l'autorité, elle n'avait jamais apprécié les hardcore, et il n'avait jamais pris la peine de la charmer. Il se passe quelque chose de bizarre, ai-je confié après que nous ayons commandé. Mes appareils agissent étrangement, et je pense que quelqu'un surveille mes communications. Nicole n'a ni ri ni rejeté mes propos. Au lieu de cela, elle a pris mon téléphone. Laisse-moi voir. 20 minutes plus tard, son expression était passée de curieuse à furieuse. Gère, ton téléphone a 3 applications de surveillance différentes installées. 2 sont des logiciels espions commerciaux que les parents utilisent pour suivre les adolescents. Mais ce 3e est plus sophistiqué. Il capture les frappes au clavier, accède à ta caméra à distance et envoie toutes tes données à un serveur externe. Mon estomac s'est noué. Est-ce que ça pourrait être une sorte de sécurité du travail? Pas à moins que ton entreprise ne viole régulièrement les lois fédérales sur la vie privée. Elle m'a regardé, mortellement sérieuse. Quelqu'un te surveille, de manière professionnelle et approfondie. Cet après-midi-là, Nicole m'a fourni des appareils propres. J'ai installé un logiciel de contre-surveillance, a-t-elle expliqué, me montrant comment accéder aux journaux. Il enregistrera toute personne qui essaie d'accéder à tes informations. Mais tu devrais agir normalement. Continue à utiliser tes appareils compromis aussi. Voyons qui nous attrapons.
Cela n'a pas pris longtemps. En 3 jours, les journaux ont montré de multiples tentatives d'accès depuis des adresses IP associées à la maison de la famille Hartcourt, à l'appartement d'Hélène et, le plus dévastateur, à des appareils enregistrés au nom d'Edouard. Mais pourquoi? Quelle raison possible mon mari et sa famille pouvaient-ils avoir de m'espionner de manière si approfondie? La réponse est venue la semaine suivante. Utilisant une sortie shopping comme couverture, j'ai suivi Hélène de sa boutique préférée à un immeuble de bureaux anonymes dans le West Loop. À travers la fenêtre du rez-de-chaussée, je l'ai vu saluer un homme d'âge moyen en costume bon marché, sa calvitie naissante et sa carrure imposante lui donnant l'air d'un ancien athlète qui s'était laissé aller. J'ai pris des photos avec mon téléphone propre, puis j'ai passé le visage de l'homme dans une recherche sur les réseaux sociaux. James Porter, détective privé, ancien de la police de Chicago. Sa liste de clients n'était pas publique, mais son adresse professionnelle correspondait à plusieurs paiements que j'ai trouvés en fouillant soigneusement nos relevés de compte joints. Edouard payait Porter $2000 par mois depuis 3 mois. Cette nuit-là, j'ai creusé plus profondément. Les registres publics ont révélé que Hartcourt Manufacturing avait enregistré des pertes importantes au cours des 2 derniers trimestres. Rien de catastrophique, mais assez pour soulever des sourcils parmi les investisseurs. Ce qui était plus intéressant, c'est ce que j'ai trouvé enfoui dans de vieilles archives de presse économique. Le grand-père d'Edouard avait créé une fiducie qui transférerait le contrôle majoritaire de l'entreprise à Edouard pour son 40e anniversaire, maintenant à seulement 6 mois de là. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque j'ai examiné notre contrat de mariage, un document que j'avais signé avec peu de négociations 10 ans plus tôt. La clause 23B stipulait qu'en cas d'infidélité de ma part, je renoncerais à toutes mes prétentions sur les biens et propriétés matrimoniaux. Une clause distincte notait que si notre mariage prenait fin avant le 40e anniversaire d'Edouard, certains versements de la fiducie seraient accélérés. L'image est devenue limpide. Si l'on pouvait prouver mon infidélité, Edouard obtiendrait le contrôle immédiat de sa fiducie, résolvant les problèmes financiers de l'entreprise tout en m'excluant complètement de toute prétention à la richesse que j'avais passé une décennie à aider à construire. Mon mari et sa famille me tendaient un piège. Avec l'aide de Nicole, j'ai mis en place une opération de contre-surveillance complète. Chaque réunion que je tenais incluait des témoins et des preuves horodatées de mes allées et venues. Des caméras cachées installées dans mon bureau à domicile ont surpris Hélène fouillant dans les tiroirs de mon bureau quand elle me croyait sorti. Des enregistreurs à commande vocale ont capturé Vivien et Harold discutant de leur plan pour sauver Edouard de cette femme avant qu'elle ne ruine tout. Le plus accablant de tout étaient les fichiers que j'ai découverts sur le stockage en nuage d'Hélène lorsque Nicole m'a aidé à y accéder à distance, des dizaines de photos de moi avec des collègues masculins, toutes prises à mon insu, toutes soigneusement recadrées ou modifiées pour paraître suspectes. Dans l'une, un groupe de 6 personnes avait été supprimé, ne laissant que moi et Tim debout, très proches. Dans une autre, un câlin amical avec mon cousin en visite de l'Ohio avait été capturé sous un angle qui le faisait paraître intime. J'ai consulté discrètement une avocate, présentant les preuves que j'avais recueillies. Ils construisent un dossier pour infidélité, a-t-elle confirmé après avoir examiné les documents. Pas assez pour un tribunal, mais certainement assez pour vous mettre la pression et vous forcer à accepter un règlement désavantageux si votre mari vous confrontait avec cela. Que devrais-je faire, ai-je demandé, encore sous le choc de l'ampleur de la trahison. Documentez tout. Continuez à recueillir des preuves et décidez comment vous voulez que cela se termine. Voulez-vous sauver votre mariage, ou êtes-vous prête à ce qu'il se termine? Honnêtement, je ne savais pas. L'Edouard que je pensais avoir épousé n'aurait jamais participé à quelque chose de si trompeur, mais les preuves de son implication étaient indéniables. Tout ce que je savais avec certitude, c'est que je ne serais pas la victime dans le complot que les Hartcourt avaient planifié. Alors j'ai attendu, observé et préparé. Lorsque l'invitation pour le dîner du 45e anniversaire de mariage d'Harold et Vivien est arrivée, j'ai su que le piège était sur le point de se refermer. Edouard a insisté pour que nous y allions, malgré la tension évidente entre nous ces dernières semaines. C'est important pour la famille, a-t-il dit, sa phrase fétiche chaque fois que j'essayais d'établir des limites. Pour une fois, j'ai accepté sans discuter. Bien sûr, nous irons. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Le soir du dîner, je me suis habillé avec un soin particulier, choisissant une robe bleue conservatrice que Vivien avait un jour complimentée. Je me suis coiffé simplement, me suis maquillé au minimum et j'ai porté les boucles d'oreilles en perles qui étaient un cadeau d'Harold pour notre 5e anniversaire. La belle-fille parfaite et dévouée, marchant volontairement dans leur piège. Mais dans mon sac à main, soigneusement organisé dans un portefeuille en cuir,
se trouvait chaque preuve que j'avais recueillie au cours du mois passé. Et accroché à mon soutien-gorge, invisible sous ma robe, se trouvait un appareil d'enregistrement que Nicole m'avait fourni, juste au cas où les choses tourneraient mal. Alors qu'Edouard nous conduisait à la maison de ses parents, je me sentais étrangement calme. Ce qui se passerait ce soir déterminerait le cours du reste de ma vie. J'étais aussi préparé que possible. Le manoir des Hartcourt était illuminé comme une vitrine de Noël à notre arrivée, avec un service de voiturier pour les invités et des traiteurs s'afférant par l'entrée de service. Edouard a remis les clés de notre BMW avec une aisance habituée, puis m'a offert son bras alors que nous montions les larges marches en pierre menant à la porte d'entrée. « Prête ?» a-t-il demandé, et je me suis demandé s'il réalisait le double sens de sa question. « Absolument », ai-je répondu, en lui serrant le bras avec une fausse affection. La porte s'est ouverte avant que nous ayons pu sonner, révélant Vivien dans une robe de soirée argentée qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Son sourire était cassant alors qu'elle me faisait la bise sur les joues. « Gertrude, ma chérie, si heureuse que tu aies pu venir. » Nous commencions à nous demander si le travail t'éloignerait, comme d'habitude. La pique a été lancée avec une douceur si étudiée qu'un étranger n'aurait jamais détecté le venin. J'ai souri chaleureusement en retour. Je ne manquerai pour rien au monde de célébrer vos 45 ans de mariage, Vivien. C'est une telle inspiration. Elle a semblé momentanément déconcertée par mon enthousiasme mais s'est rapidement reprise. Eh bien, entrez. Tout le monde est dans le grand salon. Tout le monde, s'est avéré être environ 30 personnes, un mélange de membres de la famille et des amis les plus proches des Hartcourt. J'ai reconnu la plupart d'entre eux lors de rassemblements précédents, bien que quelques visages soient nouveaux. L'un d'eux a particulièrement attiré mon attention, James Porter, le détective privé, vêtu d'un costume mal ajusté et visiblement mal à l'aise au milieu de cette foule aisée. « Edouard, mon fils. » La voix tonitruante d'Harold a retenti à travers la pièce alors qu'il s'approchait de nous, une flûte de champagne à la main. Son sourire n'a pas atteint ses yeux lorsqu'ils se sont posés sur moi. Et Gertrude. Charmante comme toujours. L'accent subtil sur « toujours » m'a donné la chair de poule, mais j'ai conservé mon expression agréable. Harold, félicitations pour ces 45 années remarquables. La maison est magnifique. C'est entièrement l'œuvre de Vivien, a-t-il répondu d'un ton dédaigneux avant de se tourner à nouveau vers Edouard. Viens dire bonjour à Bill Stevens. Il envisage un investissement significatif dans le centre de distribution de l'Est. Et juste comme ça, j'ai été abandonné au profit des affaires. Typique. J'ai traversé la foule, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait et échangeant des banalités avec divers invités. La plupart des conversations suivaient le même schéma, des questions polies sur mon travail suivies d'expressions vides lorsque je répondais réellement, puis des transitions rapides vers des ragots sur des gens que je connaissais à peine. Hélène s'est matérialisée à mes côtés alors que j'envisageais une deuxième coupe de champagne. Contrairement à l'ensemble argenté de sa mère, elle avait opté pour du rouge sang. Ses cheveux noirs étaient coiffés en un chignon sévère qui accentuait la finesse de ses traits. « Tu t'amuses ?» a-t-elle demandé, son ton suggérant qu'elle savait que la réponse était négative. « Énormément » ai-je menti. « Tes parents savent certainement comment célébrer. » Mère a toujours cru que les occasions importantes méritaient une reconnaissance appropriée. Ses yeux brillaient d'une lueur qui me mettait mal à l'aise. Surtout les étapes familiales. Avant que je puisse répondre, un serveur a annoncé que le dîner était servi, et nous avons tous migré vers la salle à manger formelle. L'immense table en acajou avait été rallongée pour accueillir les 30 invités, avec Harold et Vivien aux extrémités opposées. Edouard et moi étions assis d'un côté, avec Hélène directement en face de moi. James Porter, ai-je remarqué, était placé à seulement 2 sièges d'elle, assez près pour une conversation facile. Le repas s'est déroulé en plusieurs plats, chacun plus élaboré que le précédent. La conversation portait sur les succès commerciaux, les propriétés de vacances et les réalisations de divers enfants et petits-enfants. Je contribuais quand c'était approprié, mais j'observais principalement la dynamique autour de moi. Edouard est devenu de plus en plus silencieux au fur et à mesure que le dîner avançait, répondant aux questions directes mais fixant sinon son assiette. Hélène, en revanche, est devenue plus animée, échangeant des regards significatifs avec sa mère et se penchant occasionnellement pour chuchoter quelque chose à Porter. Après que les assiettes à dessert aient été débarrassées, Harold s'est levé et a levé son verre. Je veux remercier tout le monde de s'être joint à nous pour célébrer 45 ans de mariage avec ma magnifique épouse. Des applaudissements polis ont suivi alors qu'il continuait.
La famille a toujours été le fondement de notre succès. La loyauté envers la famille, par-dessus tout, a guidé chaque décision que j'ai prise dans les affaires et dans la vie. Il a regardé Édouard de manière appuyée lors de cette dernière déclaration. Mon mari s'est agité inconfortablement à côté de moi. À la loyauté familiale, a conclu Harold, levant son verre plus haut. À la loyauté familiale, ont répété les invités en buvant au toast. Alors que les serveurs versaient le café, Vivien s'est levé à son tour. Nous avons un invité spécial avec nous ce soir. James Porter est un ami cher de la famille qui nous a récemment aidés sur des questions sensibles. James, voudriez-vous dire quelques mots? Porter avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, mais il s'est levé docilement. Merci, Madame Hartcourt. Je suis honoré d'être inclus dans cette célébration. Dans mon domaine, je ne vois pas souvent des mariages qui durent près d'un demi-siècle. C'est un témoignage de votre engagement et, comme l'a dit Monsieur Hartcourt, de votre loyauté. Le mot flottait dans l'air comme une malédiction. J'ai senti Édouard se tendre à côté de moi. En parlant d'engagement, a interjeté Hélène doucement alors que Porter reprenait sa place. Je pense que nous devons discuter de quelque chose d'important avant que la soirée ne se termine. La pièce s'est tue alors qu'elle attrapait un dossier manie sous sa chaise. Mon cœur a commencé à s'emballer, mais j'ai gardé une expression neutre. Édouard, a-t-elle dit, se tournant vers mon mari avec une préoccupation fabriquée, en tant que ta sœur, je ne peux pas en bonne conscience rester silencieuse plus longtemps. Elle a claqué le dossier sur la table avec une force dramatique, puis l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photographies, qu'elle a commencé à étaler sur la table une par une. Ta précieuse épouse avec d'autres hommes, a-t-elle sifflé, ses yeux brillants de triomphe. Chaque photo atterrissait avec la force d'une accusation, moi en train de rire avec Tim au déjeuner, moi enlaçant mon cousin devant son hôtel, moi entrant dans une salle de conférence avec des collègues masculins. Tous des moments innocents, tous cadrés pour paraître suspects. Nous avons engagé Monsieur Porter lorsque nous nous sommes inquiétés du comportement de plus en plus suspect de Gertrude, a poursuivi Hélène, jouant pour son public. Les longues heures, les voyages d'affaires, les textos constants avec des hommes qui ne sont pas son mari. Un murmure de stupeur a parcouru la pièce. Édouard ne me regardait toujours pas, son visage vidé de toute couleur. Comment as-tu pu faire ça à notre fils, a demandé Vivien, sa voix tremblant de ce que je reconnaissais maintenant comme une émotion répétée. Après tout ce que nous avons fait pour toi, t'accueillir dans notre famille, subvenir à tes besoins. Harold secoua la tête gravement. J'ai toujours eu des réserves sur ton caractère, Gertrude. Une femme si concentrée sur sa carrière a rarement la force morale pour un véritable engagement familial. Le poids de leur condamnation coordonnée m'écrasait alors que 30 pères Dieu me fixaient en jugement. Édouard restait silencieux, sa trahison plus douloureuse que toutes les autres combinées. J'ai senti mes mains trembler alors que j'attrapais lentement mon sac à main. Mais ce n'était pas la peur qui provoquait les tremblements. C'était la fureur. La salle à manger était tombée dans un silence de mort, tous les yeux fixés sur moi alors que je sortais de mon sac à main le portefeuille en cuir. Je l'ai posé soigneusement sur la table, lissant sa surface de ma main avant de lever les yeux pour rencontrer le regard triomphant d'Hélène. Avant que tout le monde ne tire des conclusions hâtives, ai-je dit, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade, je pense que nous devrions examiner ces photos plus attentivement. J'ai ouvert le portefeuille et j'en ai sorti une pile de documents organisés avec des onglets étiquetés pour une référence facile. Cette première photo de moi et Tim au Paulina Grill, ai-je commencé, en choisissant l'une des images qu'Hélène avait jetées. Voudrais-tu dire à tout le monde quand elle a été prise, Hélène? Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu par mon sang-froid. Il y a 2 semaines. Mardi. J'ai hoché la tête et extrait un document de mon portefeuille. Intéressant. Voici le reçu de ce déjeuner, indiquant 6 repas et boissons, pas 2. Je l'ai passé à la personne la plus proche de moi, un cousin d'Édouard qui avait l'air profondément mal à l'aise. Et voici une photo de groupe prise par le serveur me montrant, Tim, et toute notre équipe de création en train de discuter de la campagne Johnson. L'image complète montrait clairement 4 autres personnes à table, coupées de la version d'Hélène. Celle-ci, ai-je continué, en prenant une autre photo me montrant en train d'embrasser un homme devant un hôtel, est particulièrement intéressante. Hélène, quand ton enquêteur a pris cette photo, a-t-il pris la peine de prendre d'autres clichés? Peut-être en montrant la femme de cet homme et ses 2 enfants qui nous ont rejoints quelques instants plus tard?
J'ai produit plusieurs autres photos montrant la scène complète, moi avec mon cousin David, sa femme Laura, et leurs enfants, tous portant des t-shirts assortis de réunions de famille. C'est David, mon cousin germain du côté de ma mère. Nous avons grandi ensemble à Columbus. Il était à Chicago pour la conférence de son entreprise et a amené sa famille en visite. Édouard m'a enfin regardé, la confusion remplaçant la blessure dans ses yeux. Et ces photos d'hôtel, ai-je dit, passant méthodiquement en revue les preuves, prises lors de la réunion client à Détroit. Votre enquêteur a fait un excellent travail en me capturant entrant au Westin avec mon collègue masculin. A-t-il également documenté notre enregistrement dans des chambres séparées? Ou peut-être le dîner client avec 15 personnes dans une salle à manger privée, enregistré sur la carte de crédit de l'entreprise. J'ai présenté les enregistrements des cartes clés, les reçus et les courriels corroborants pour chaque accusation. Avec chaque pièce de preuve, l'atmosphère dans la pièce a changé de manière perceptible. Mais discutons de la raison pour laquelle ces photos existent en premier lieu, ai-je dit, ma voix se faisant plus forte. Pendant des mois, je me suis senti observé, surveillé. Ma vie privée envahie de manière à me faire douter de ma propre santé mentale. Je me suis tourné vers Édouard. Quand j'ai essayé de te dire que quelque chose n'allait pas, tu m'as traité de paranoïaque, tu m'as trouvé ridicule, tu as dit que ta famille ne me ferait jamais de mal. Son visage était devenu de plus en plus pâle pendant que je parlais. Alors j'ai commencé à enquêter par moi-même. J'ai retiré d'autres documents de mon portefeuille. Avec l'aide de mon ami Nicole en cybersécurité, j'ai découvert des logiciels espions installés sur tous mes appareils, des logiciels espions dont la trace remonte à des adresses IP enregistrées à cette maison, à l'appartement d'Hélène, et plus surprenant encore, à des appareils enregistrés à ton nom, Édouard. Des murmures ont parcouru les invités du dîner alors que je présentais des journaux imprimés montrant les dates et les lieux d'accès. Je suis devenu curieuse à propos de Monsieur Porter ici présent, ai-je continué, en faisant un signe de tête vers l'enquêteur, qui fixait maintenant intensément son verre d'eau. Alors, j'ai mené ma propre enquête. J'ai produit des photographies d'Hélène rencontrant Porter, horodatées. J'ai trouvé étrange que notre compte joint montre des paiements mensuels de $2000 à Porter Investigation, d'autant plus que tu n'as jamais mentionné avoir engagé un détective privé, Édouard. Le visage de mon mari était passé de pâle à cendré. Le plus intéressant de tout, c'est quand j'ai accédé aux récents dépôts financiers de Hardcore Manufacturing. J'ai sorti plusieurs pages d'états financiers. 2 trimestres consécutifs de pertes importantes, coïncidant avec le 40e anniversaire d'Édouard qui approche dans 6 mois. Harold se leva brusquement. Ce sont des informations confidentielles de l'entreprise. Des archives publiques pour une société cotée en bourse, ai-je corrigé calmement. Mais cela m'a aidé à comprendre l'urgence derrière ce petit stratagème. Quand j'ai relu notre contrat de mariage, j'ai extrait les pages pertinentes, surlignées pour les mettre en évidence. La clause 23B stipule qu'en cas d'infidélité de ma part, je renonce à toutes mes prétentions sur les biens matrimoniaux. Et si notre mariage se termine avant le 40e anniversaire d'Édouard, son fonds en fiducie accélère son calendrier de décaissement. J'ai regardé directement Harold. L'entreprise a besoin de liquidités. La fiducie d'Édouard les fournirait, mais seulement si je suis hors du tableau avant son anniversaire. D'où le montage élaboré pour me prendre en flagrant délit de tricherie. La pièce était devenue silencieuse comme la mort. Même les serveurs avaient cessé de bouger, transpercés par le drame qui se déroulait. La surveillance était complète, ai-je continué, en présentant d'autres preuves. Des caméras cachées dans mon bureau ont surpris Hélène fouillant mon bureau quand je n'étais pas à la maison. J'ai diffusé un bref clip vidéo sur mon téléphone montrant exactement cela. Des appareils d'enregistrement à commande vocale ont capturé des conversations éclairantes. J'ai appuyé sur la lecture d'un autre enregistrement. La voix d'Harold emplit la pièce. Une fois que nous aurons suffisamment de preuves, Édouard n'aura d'autre choix que de divorcer d'elle. Le contrat de mariage est en béton. Elle n'aura rien. La voix de Vivien a répondu. C'est pour son propre bien. Elle n'a jamais été la bonne pour cette famille. Édouard se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le parquet. Arrête. S'il te plaît. J'ai levé les yeux vers mon mari, voyant une horreur sincère dans ses yeux pour la première fois. Le savais-tu? Faisais-tu partie de tout ça? Il secoua la tête, puis hocha la tête, puis la secoua à nouveau. Ils ont dit qu'ils s'inquiétaient pour toi. Qu'ils pensaient que tu étais peut-être malheureuse, que tu cherchais ailleurs.
Papa a suggéré que nous nous assurions juste pour ma protection. Je n'ai jamais pensé. Tu n'as jamais pensé qu'il fabriquerait des preuves, manipulerait des photos, espionnerait ta femme. Ma voix s'est légèrement brisée. Tu n'as jamais pensé à me faire confiance ou à me demander directement? Hélène a frappé sa main sur la table. Elle t'éloignait de nous. Depuis que tu l'as épousé, tu es différent. Tu remets en question les décisions familiales, tu manques des événements pour ses fonctions professionnelles, tu l'as fait passer avant la famille. C'est ça le mariage, Hélène, a crié Édouard, surprenant tout le monde par sa véhémence. Gertrude et ma famille, aussi. Harold a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Maintenant, calmons-nous tous. C'est clairement un malentendu, Gertrude. Ces précautions peuvent sembler extrêmes, mais nous ne faisions que protéger les intérêts de la famille. Vous pouvez sûrement comprendre notre inquiétude lorsque votre comportement est devenu erratique. Mon comportement n'a jamais été erratique, ai-je répondu froidement. Je réussissais dans ma carrière tout en essayant de faire partie d'une famille qui ne m'a jamais vraiment accepté. Et au lieu de célébrer mon succès, vous l'avez vu comme une menace et avez construit un complot élaboré pour me discréditer. Je me suis tourné vers Porter, qui semblait vouloir disparaître dans sa chaise. Je me demande ce que le département de la réglementation professionnelle de l'Illinois penserait de vos méthodes, monsieur Porter. Surveillance illégale, falsification de preuves, complot en vue de commettre une fraude. Cela semble être un motif suffisant pour révoquer votre licence d'enquêteur, au minimum. Les yeux de Porter se sont écarquillés d'alarme. Et Harold, ai-je continué, le conseil d'administration pourrait avoir des questions sur l'utilisation des ressources de l'entreprise pour une vendetta personnelle. Les paiements à Porter depuis le compte de dépenses de l'entreprise pourraient être particulièrement problématiques d'un point de vue de la gouvernance. Le visage d'Harold est devenu rouge foncé. Vous me menacez, jeune femme? J'énonce des faits, ai-je répondu d'un ton égal, tout comme je l'ai fait toute la soirée. Vivien s'était effondré en de véritables larmes, son maquillage parfaitement appliqué créant des traînées sombres sur ses joues. Nous essayons seulement de protéger notre fils, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit fermement. Vous essayez de le contrôler, comme vous l'avez toujours fait. Et vous étiez prêt à me détruire dans le processus. J'ai rassemblé mes preuves dans le portefeuille et je me suis levé. Édouard, je rentre en voiture. Tu es le bienvenu pour me rejoindre quand tu auras décidé où se situe vraiment ta loyauté. En sortant de la salle à manger, le silence choqué de 30 convives m'a suivi comme une vague. Je venais de démanteler publiquement l'une des familles les plus en vue de Chicago, et pour la première fois en 10 ans, je me sentais vraiment libre. Le trajet en voiture jusqu'à la maison aurait été silencieux sans le ping occasionnel des messages textes entrant sur le téléphone d'Édouard. Il m'avait suivi hors de la maison de ses parents sans un mot, ignorant les supplications larmoyantes de sa mère et les ordres sévères de son père de « gérer ta femme ». Aucun de nous n'a parlé jusqu'à ce que nous soyons à l'intérieur de notre maison en grès brun, la porte fermement verrouillée derrière nous. Édouard s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains. Je ne sais même pas par où commencer, a-t-il dit finalement, sa voix creuse. Je suis resté près de la fenêtre, les bras croisés protecteurs sur ma poitrine. Savais-tu tout? La surveillance, le détective privé, les photos truquées? Il a levé les yeux, les paupières rougies. Pas tout. Pas au début. Il a pris une profonde inspiration. Papa est venu me voir il y a environ 3 mois, disant qu'il s'inquiétait des changements dans ton comportement. Il a dit que parfois, quand une femme obtient une grosse promotion, elle commence aussi à chercher de l'excitation ailleurs. Il a suggéré que nous nous assurions simplement que tout allait bien. Et tu l'as cru. Plutôt que de me parler, la blessure dans ma voix était palpable. Je ne savais pas quoi croire, a admis Édouard. Tu travaillais tard, tu voyageais plus. Il y avait des textos à des heures bizarres. Quand papa m'a montré les premières photos, elles semblaient suspectes. J'aurais dû les remettre en question davantage, mais tu as fait confiance à ta famille plutôt qu'à ta femme, ai-je terminé pour lui. Il a hoché la tête misérablement. Je suis tellement désolé, Gère. Je n'ai jamais pensé qu'ils iraient aussi loin. Quand Hélène a commencé à parler du contrat de mariage et de mon fonds en fiducie la semaine dernière, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de me protéger. Mais à ce moment-là, je me sentais piégé. Si je me retirais, j'admettrais que je t'avais trahi. Si j'allais de l'avant, je serais complice de leur plan. Alors tu as choisi la complicité,
ai-je dit d'un ton plat. J'ai fait le mauvais choix, a-t-il murmuré. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, des vérités douloureuses se déversant entre nous, comment Édouard ne s'était jamais vraiment séparé émotionnellement de sa famille, comment j'avais réprimé mon ressentiment face à leur traitement pour maintenir la paix, comment nous avions tous les deux échoué à construire un mariage assez solide pour résister aux pressions extérieures. Vers 5 heures du matin, le téléphone d'Édouard a sonné. C'était Hélène, qui appelait pour la 4e fois. Il a finalement répondu, mettant le haut-parleur. « Tu dois contrôler ta femme », a-t-elle sifflé sans préambule. « As-tu la moindre idée des dégâts qu'elle a causés ?» Les Anderson sont partis au milieu du dessert. Les Bradley étaient encore là quand je suis monté. Tout le monde parle. « Bien », a répondu Édouard, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été de toute la nuit. « Qu'ils parlent. Peut-être qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant d'essayer de détruire la réputation de quelqu'un. » Elle t'a retourné contre ta propre famille, a dit Hélène, sa voix se brisant. Ne vois-tu pas que c'est ce qu'elle voulait depuis le début? Non, Hélène. Toi, maman et papa m'avaient retourné contre Gertrude. Vous m'avez fait douter de la seule personne qui m'a constamment soutenu, même quand je ne le méritais pas. Nous essayons de te protéger. Vous essayez de me contrôler, a contré Édouard, faisant écho à mes paroles précédentes. Et je vous ai laissé faire parce que c'était plus facile que de me défendre et de défendre ma femme. Ça se termine ce soir. Il a raccroché sans attendre sa réponse. Le lendemain matin, un appel est venu de l'avocat d'Harold, offrant un règlement si je signais des accords de confidentialité concernant les événements du dîner d'anniversaire. Édouard a refusé en notre nom à tous les 2 sans me consulter, son premier véritable acte d'indépendance vis-à-vis de sa famille. Je prends un congé sabbatique de l'entreprise, a-t-il annoncé après avoir terminé l'appel. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux, séparément de ce qu'ils ont toujours attendu. Nous avons rencontré notre propre avocate cet après-midi-là, discutant des actions légales potentielles contre Porter et les Harcourt. Bien que nous ayons des motifs pour des poursuites sur plusieurs fronts, l'exposition publique prolongerait la douleur pour toutes les personnes impliquées. Commençons par une mise en demeure formelle de cesser et de s'abstenir concernant toutes les activités de surveillance et d'enquête, a suggéré notre avocate. Nous pourrons toujours intensifier s'ils ne se conforment pas. La nouvelle de la confrontation du dîner d'anniversaire s'est rapidement répandue dans la famille élargie des Harcourt. La cousine d'Édouard, Stéphanie, a appelé pour exprimer son soutien, admettant qu'elle avait toujours trouvé troublant le traitement que Vivien et Harold me réservaient. Sa tante Barbara, la sœur d'Harold, a ensuite pris contact. « J'attends depuis 20 ans que quelqu'un tienne tête à mon frère », m'a-t-elle dit autour d'un café dans un lieu neutre. Il a toujours utilisé l'argent et la loyauté familiale pour contrôler tout le monde autour de lui. Ce que tu as fait était attendu depuis longtemps. D'autres parents ont choisi leur camp, créant des factions au sein du clan Harcourt auparavant unifié. Certains croyaient que j'avais humilié les patriarches de la famille et méritais d'être condamné. D'autres ont vu l'événement comme le résultat inévitable d'années de manipulation et de contrôle. Une semaine après le dîner, Vivien est apparu sans préavis à notre porte d'entrée. J'étais seul à la maison, Édouard étant parti pour une longue course pour se vider la tête. Puis-je entrer, a-t-elle demandé, semblant plus petite et plus âgée que je ne l'avais jamais vue. Fini les vêtements de créateur et le maquillage parfait, remplacé par un simple pull et des cosmétiques minimaux. J'ai hésité, puis je me suis écarté pour la laisser entrer. Je te dois des excuses, a-t-elle dit une fois que nous étions assises dans le salon, bien que je doute que des excuses puissent être suffisantes. Pourquoi, ai-je simplement demandé. Pourquoi aller si loin pour me détruire? Vivien a fixé ses mains jointes. Je me suis dit que c'était pour protéger Édouard, pour protéger l'héritage familial. Mais la vérité est bien moins noble. Elle a levé les yeux, ses yeux humides de larmes non versées. J'étais jalouse de ta jeunesse, de ton succès, de ton indépendance. Toutes les choses que j'ai sacrifiées pour être la parfaite épouse Harcourt. C'était ton choix, ai-je souligné. Personne ne t'a forcé à abandonner ces choses. Vraiment? Elle a eu un rire amer. Tu n'as aucune idée de la pression qu'Harold a mise sur moi quand nous nous sommes mariés. Pour que je quitte mon poste d'enseignante, que je me concentre uniquement sur le fait d'être sa femme, la mère d'Hélène et d'Édouard, l'hôtesse des Harcourt. Le temps que je réalise ce que j'avais abandonné, il était trop tard pour le récupérer. Alors, tu voulais que je fasse les mêmes sacrifices? Je voulais croire qu'il valait la peine d'être fait, a-t-elle admis doucement.
Si tu pouvais avoir la carrière et le mariage, alors qu'est-ce que cela disait de tous mes choix? Nous avons parlé pendant près d'1 heure, ne résolvant rien, mais commençant au moins à nous comprendre. Alors qu'elle partait, Vivien s'est retourné. Harold ne s'excusera jamais, m'a-t-elle prévenu. Il ne croit pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Dans son esprit, tout ce qu'il fait est justifié si cela profite à l'entreprise familiale. Et Hélène, a soupiré Vivien. Hélène s'est toujours définie uniquement comme une hardcore. Elle n'a aucune identité distincte de la famille. Ton indépendance menace tout son sens de soi. Quand Édouard est rentré et que je lui ai parlé de la visite de sa mère, il a semblé prudemment optimiste. C'est un début, a-t-il dit. Plus que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Le lendemain, Édouard a rencontré Hélène à sa demande. Il est revenu l'air émotionnellement épuisé mais quelque peu soulagé. Elle a pleuré, a-t-il rapporté, l'air surpris. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Elle a admis qu'elle était jalouse de notre relation et de ma relation avec toi. Papa l'avait apparemment convaincue que si elle aidait à me sauver de ton influence, elle gagnerait enfin son approbation totale. La crois-tu? Édouard a examiné la question attentivement. Je crois qu'elle le croit. Hélène a toujours été désespérée de l'approbation de papa d'une manière que je n'ai jamais été. Cela l'a rendue vulnérable à sa manipulation. Au cours des semaines suivantes, nous avons établi des limites fermes avec la famille hardcore. Édouard a commencé une thérapie pour aborder les schémas de fusion qui avaient façonné sa relation avec ses parents et sa sœur. J'ai soutenu son parcours tout en travaillant sur mes propres sentiments de trahison et de blessure. Nous avons décidé de vendre la maison en grès brun, voulant un nouveau départ dans une maison sans les empreintes financières d'Harold et Vivien. Édouard a pris un poste de consultant dans une entreprise de fabrication en dehors de l'orbite des hardcore, gagnant moins mais connaissant une liberté qu'il n'avait jamais connue. Mon lieu de travail est devenu une source de soutien inattendue pendant la crise. Lorsque j'ai partagé une version édulcorée des événements avec ma patronne, expliquant ma distraction récente, elle s'est montrée étonnamment compréhensive. Les drames des entreprises familiales sont un enfer à part entière, a-t-elle dit avec la sagesse de l'expérience. Prends le temps dont tu as besoin pour régler les choses. Ton poste t'attendra. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, Édouard et moi avons commencé à reconstruire notre relation sur des bases d'honnêteté et de partenariat égal. La confiance qui avait été brisée lors du dîner d'anniversaire se reconstruisait lentement, une conversation difficile à la fois. Je ne veux plus jamais être aussi faible, a confié Édouard une nuit alors que nous étions au lit, laissant les autres définir mes priorités, mes relations. Je suis désolé qu'il ait fallu que je te perde presque pour comprendre ce qui compte vraiment. Nous avons tous les deux fait des erreurs, ai-je reconnu. J'ai ignoré les signaux d'alarme pendant des années parce que les affronter était inconfortable. Je me suis laissé diminuer pour maintenir la paix. La première saison des fêtes loin des traditions de la famille hardcore fut à la fois libératrice et étrange. Au lieu du dîner formel de la veille de Noël au manoir, nous avons fait du bénévolat dans un refuge local, puis avons passé une soirée tranquille à la maison. Pour le nouvel an, nous nous sommes envolés pour Porto Rico avec 2 couples de mon travail, profitant de l'anonymat et du soleil au lieu du gala annuel en cravate noire d'Harold. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments de doute, des éclairs de colère et des problèmes de confiance persistants à surmonter. Mais pour la première fois depuis le jour de notre mariage, j'avais l'impression qu'Édouard et moi étions de vrais partenaires, affrontant le monde ensemble au lieu de naviguer autour des attentes de sa famille. 1 an après le dîner d'anniversaire qui a tout changé, Édouard et moi nous tenions dans la cuisine de notre nouvelle maison, une ferme rénovée dans la région portuaire du Michigan, à seulement 90 minutes de Chicago mais à des mondes de notre ancienne vie. De grandes fenêtres donnaient sur le lac Michigan sous la neige de janvier, créant un paysage paisible à l'extérieur pendant que nous restions au chaud à l'intérieur. Joyeux anniversaire, a dit Édouard, en me tendant une tasse de café et en m'embrassant sur la tempe. Pas notre anniversaire de mariage, mais l'anniversaire de la nuit où nous avions enfin vu la vérité sur la dynamique de la famille hardcore et commencé notre voyage vers un partenariat authentique. Difficile de croire que ça fait 1 an, ai-je répondu, en m'appuyant contre le comptoir. Parfois, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité, d'autres fois comme si c'était hier. Édouard a hoché la tête, comprenant exactement ce que je voulais dire. J'ai parlé à maman hier, a-t-il dit après un moment. Elle a demandé s'il pouvait nous rendre visite au printemps. Je lui ai dit que nous y réfléchirions. C'était un progrès. Pendant les 6 premiers mois après la confrontation, toute communication avec les hardcore passait par des avocats.
Progressivement, Édouard avait établi un contact limité avec sa mère, qui semblait sincèrement intéressée à réparer leur relation sur des bases plus saines. Comment l'a-t-elle pris, ai-je demandé. Mieux qu'elle ne l'aurait fait il y a un an, a-t-il dit avec un petit sourire. Elle a même dit qu'elle comprenait notre besoin de limite. Je pense que sa thérapie l'aide. Le parcours de Vivien vers la prise de conscience de soi avait été l'un des développements les plus surprenants de l'année écoulée. Après des décennies en tant qu'appendice parfaitement coiffé d'Harold, elle avait commencé le difficile travail de reconquête de sa propre identité. Elle avait repris l'aquarelle, une passion abandonnée dans sa vingtaine, et suivait des cours à l'Institut d'art. Harold restait largement inchangé, bien que les événements de l'année écoulée aient diminué son pouvoir sur la famille. Lorsqu'Édouard a démissionné de Hardcore Manufacturing, plusieurs clients clés l'avaient suivi dans sa nouvelle société de conseil, créant un impact financier significatif. Le conseil d'administration avait lancé une enquête sur l'utilisation par Harold des ressources de l'entreprise à des fins personnelles, ce qui avait abouti à une censure formelle et à des restrictions sur son autorité. Plus important encore, Édouard avait légalement restructuré sa fiducie d'héritage avec l'aide de l'avocat original de son grand-père, retirant Harold en tant que fiduciaire et éliminant toute possibilité d'accélération basée sur son statut matrimonial. L'entreprise devrait résoudre ses problèmes financiers sans utiliser l'héritage d'Édouard comme solution rapide. La transformation d'Hélène avait été la plus dramatique et inattendue. La révélation de son rôle dans le complot contre moi avait créé un scandale mineur dans leur cercle social, la laissant temporairement ostracisée du monde qui l'avait définie. Par la suite, elle avait vécu ce qu'elle a plus tard décrit comme une crise d'identité qui était probablement en retard de 30 ans. Après des mois de thérapie et de réflexion sur soi, elle s'était inscrite en master d'histoire de l'art, poursuivant un intérêt longtemps abandonné de ses études de premier cycle. Sa relation avec Édouard avait lentement commencé à guérir, bien que nous maintenions une distance prudente, nos interactions polies mais limitées. « Le regrettes-tu parfois » a demandé Édouard alors que nous passions au salon avec notre café. Leur avoir tenu tête cette nuit-là. Ça a tout changé. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je regrette que cela ait été nécessaire, ai-je dit finalement. Je regrette que les choses aient dû empirer à ce point avant de pouvoir commencer à s'améliorer. Mais non, je ne regrette pas de m'être défendu. Pour nous. Édouard avait subi sa propre transformation. Après avoir quitté l'entreprise familiale, il s'était découvert un talent pour aider les entreprises manufacturières en difficulté à moderniser leurs opérations. Son travail de consultant lui permettait des horaires flexibles et la satisfaction de résoudre de vrais problèmes plutôt que de naviguer dans la politique familiale. La réduction de revenus avait été significative, mais l'augmentation de son bonheur et de la qualité de notre relation était incommensurable. Je pensais à ce que le docteur Phillips a dit lors de notre séance la semaine dernière, a dit Édouard, faisant référence à notre thérapeute de couple, sur le fait que parfois les trahisons les plus douloureuses peuvent mener à la plus grande croissance si nous sommes prêts à en tirer des leçons. J'ai hoché la tête, me souvenant de la conversation. C'est vrai. Aussi horrible qu'ait été cette nuit, je ne suis pas sûr que nous nous serions jamais libérés des schémas dysfonctionnels sans quelque chose d'aussi dramatique. Notre mariage était sorti plus fort de la crise et du travail de guérison qui a suivi. Nous communiquions plus ouvertement, respections les limites de l'autre et prenions des décisions en tant que vrais partenaires. La prétention et le maintien de la paix qui avaient caractérisé nos 10 premières années ensemble avaient été remplacés par une intimité et une confiance authentique. J'ai parlé à cet agent immobilier à Sogatuc, a mentionné Édouard, changeant de sujet. La devanture de magasin sur la rue Butler est toujours disponible si tu veux la voir le week-end prochain. Un autre développement inattendu de l'année écoulée avait été ma décision de prendre du recul par rapport au marketing d'entreprise et d'ouvrir un petit studio de design axé sur l'aide aux entreprises locales. L'idée germait depuis des années, mais je n'avais jamais eu le courage de la poursuivre jusqu'à ce que l'affrontement avec les hardcore me donne une nouvelle perspective sur ce dont j'étais capable. J'aimerais bien, ai-je accepté. Nicole a dit qu'elle serait intéressée par la gestion de la sécurité numérique si nous décidons d'aller de l'avant. Nicole était restée une amie fidèle à travers tout cela, son scepticisme initial à l'égard des hardcore ayant été confirmé de la manière la plus dramatique possible. Elle avait récemment quitté son poste en entreprise pour créer sa propre société de conseil en cybersécurité, inspirée en partie par ma décision de poursuivre l'indépendance. Alors que la lumière du soleil matinal filtrait par nos fenêtres, j'ai réfléchi aux leçons de l'année écoulée. J'avais appris à faire confiance à mon instinct lorsque quelque chose me semblait anormal plutôt que de rejeter mes préoccupations pour maintenir la paix.
Édouard avait appris que la véritable loyauté familiale signifiait tenir ses proches responsables plutôt que de permettre un comportement nuisible. Ensemble, nous avions découvert la liberté qui vient de l'établissement de limites saines et la force qui émerge de l'affrontement de vérités difficiles. L'ironie ne m'a pas échappé que le toast d'Harold à la loyauté familiale ait finalement conduit au démantèlement de la version toxique de la loyauté qu'il avait imposée pendant des décennies. À sa place, Édouard et moi construisions quelque chose de plus sain, un partenariat basé sur le respect mutuel, l'honnêteté et un soutien sincère. Nous avions également élargi notre définition de la famille au-delà des liens du sang. Des amis comme Nicole, des collègues qui m'avaient soutenu pendant la crise, la tante d'Édouard, Barbara, qui avait rompu les rangs pour se tenir à nos côtés, même nos thérapeutes qui avaient guidé notre parcours de guérison, ces liens formaient une famille choisie qui nous nourrissait plutôt que de nous épuiser. Alors que nous discutions des plans pour le printemps à venir, l'avenir semblait ouvert de possibilités d'une manière qu'il ne l'avait jamais été pendant nos années en orbite autour du soleil de la famille Hardcourt. Nous envisagions de fonder notre propre famille, maintenant que nous avions fait le travail pour briser les schémas générationnels de contrôle et de manipulation. Qu'est-il arrivé à James Porter, ai-je demandé soudainement, me souvenant du détective privé mal à l'aise lors du dîner d'anniversaire. Édouard a ri. Il a perdu sa licence après que 3 autres clients ont porté plainte. Apparemment, notre situation en a inspiré d'autres à se manifester. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait comme agent de sécurité dans un centre commercial en banlieue. Il y avait une certaine justice poétique là-dedans, bien que je ne me réjouisse du malheur de personne. L'année écoulée m'avait appris que s'accrocher au ressentiment ne faisait que prolonger les dommages que d'autres avaient essayé d'infliger. En y repensant, la leçon la plus précieuse de toute cette épreuve a été d'apprendre à rester fermement dans ma propre vérité, même lorsque des personnes puissantes s'investissaient pour la saper. Le moment où j'avais attrapé mon sac à main à cette table de dîner, tremblante non pas de peur mais de colère juste, avait marqué un tournant, non seulement dans notre mariage, mais dans ma compréhension de ma propre force. La trahison m'avait en effet rendue brillante, non pas en me rendant plus dure ou plus méfiante, mais en révélant la clarté et le pouvoir qui viennent de l'authenticité absolue. En essayant de me détruire, les Hardcourt m'avaient involontairement forcé à devenir inébranlable dans mon sens de soi, un cadeau que je n'aurais jamais cherché, mais que je n'échangerais maintenant pour rien au monde. Je suis fier de nous, a dit Édouard, prenant ma main comme s'il pouvait lire mes pensées. Il y a 1 an, je n'aurais pas pu imaginer être aussi heureux, aussi libre. J'ai serré sa main en retour. Parfois, les choses que nous pensons qui vont nous briser nous reconstruisent en fait en quelque chose de plus fort. Avez-vous déjà eu à tenir tête à des gens qui essayaient de vous rabaisser? Comment avez-vous trouvé la force de dire votre vérité quand vous aviez l'impression que tout le monde était contre vous? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit de trahison et de rédemption a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la façon de trouver la force à travers l'adversité. Rappelez-vous, parfois les gens qui essaient d'éteindre votre lumière ont simplement peur de l'éclat avec lequel vous brillez. Merci de m'avoir écouté, et jusqu'à la prochaine fois, faites-vous confiance en premier.